Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Virginie Chocard, la déléguée générale du fonds de dotation Indara. Et je suis très heureuse de lancer cette belle matinée dédiée aux enjeux du nouveau monde du travail en présence de mes partenaires et de toutes les entreprises des territoires qu'on a invitées à participer. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous remercier d'être venus ce matin, d'avoir pris du temps dans vos agendas chargés de cette fin d'année, d'être allés aussi au bout de la démarche, vous inscrire, venir. Merci beaucoup. Et je remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent à distance, parce que la particularité donc, de cette matinée, c'est que nous sommes captés. Donc, le programme est disponible en live stream. Il le sera aussi plus tard en replay. Et on va même éditer un podcast à partir des échanges qui vont avoir lieu ce matin. Et le podcast sortira donc en début d'année prochaine. On va prendre, si vous le voulez bien, un petit temps pour introduire cette matinée. Simplement, ça ne va pas être long, mais c'est vous expliquer le contexte et pourquoi on a voulu organiser, imaginer ce programme. Et pour raconter une histoire, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de partir du lieu dans lequel on se trouve, la ville de Biarritz. Et pour cela, je vous présente donc Muriel Dubois-Vizioz, qui est conseillère municipale pour la ville de Biarritz et qui représente Maïder Arostegui, qui est donc le maire de Biarritz. Muriel, merci beaucoup d'être là ce matin. Et peut-être, je vous laisse nous dire un petit mot au nom de la ville. Oui, alors bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique bâtiment qui, je crois, a 2 ans. Hein. Il est 2021 un petit peu plus. 2020, voilà, c'est ça. Alors oui, en effet, Maïder Arostegui s'excuse parce qu'elle a eu un empêchement. Mais en tout cas, applaudit évidemment l'organisation de cet événement avec Salesforce d'un côté et Indara de l'autre dans ce bâtiment. Biarritz, c'est du tourisme d'affaires, du tourisme familial. Et puis avec le connecteur, on a ouvert un peu à une autre forme de travail. Et qui correspond complètement à tous ces nouveaux enjeux en fait du monde du travail dont vous allez parler toute cette matinée. Comment relancer en fait ce nouveau travail, cette nouvelle organisation des entreprises, tant sur le plan économique, sociétal, environnemental bien sûr, humaine, numérique. Il y a beaucoup de nouveaux facteurs qui rentrent en ligne de compte maintenant. Et le travail que vous allez faire ce matin, toutes ces tables rondes formidablement bien organisées par vous tous. La ville de Biarritz est très heureuse d'avoir ce genre d'événements qui motivent, qui ouvrent, qui donnent des perspectives, qui renforcent les relations à la fois entre bien sûr la ville de Biarritz mais toutes les villes du Pays Basque, Pays Basque Sud, Pays Basque Nord aussi. C'est un grand tissu économique et avec beaucoup de choses nouvelles à inventer, à créer. Et vous êtes là pour manifester tout ça. Voilà. Donc merci encore de la part de Maïder Arostegui, le maire de Biarritz, et une très bonne matinée de travail, bien sûr. Merci beaucoup, Muriel. Je poursuis l'histoire en vous donnant quelques petites indications aussi, vous raconter un petit peu qui nous sommes, Indara, comment on fonctionne, et ça va nous permettre aussi de raconter la rencontre avec Salesforce qui est là ce matin. En fait, on va commencer par un peu de sémantique. Indara, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça veut dire la force en basque. Donc nous, on a été créé pour empowerer, pour donner de la puissance au territoire. Notre projet, c'est un projet d'intérêt général. La question de départ, c'était de se dire, on vit dans une société complexe qui est traversée de multiples mutations permanentes. Créons un outil qui permette aux personnes des territoires et aux territoires donc de mieux comprendre, de mieux appréhender, voire de mieux anticiper toutes ces transitions qui bouleversent nos vies et faire en sorte de mieux vivre en fait notre époque, tout simplement, et voire même de préparer un monde meilleur pour l'avenir. Donc c'est un vaste programme. Et la notion de fonds de dotation pour Indara, elle est importante puisque c'est un projet qui est là pour fédérer. On a été créé par un mécène qui est le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Mais notre objectif, c'est de fédérer d'autres contributrices et contributeurs à ce projet, d'autres entreprises. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec Salesforce, donc qui est devenu mécène du fonds de dotation Indara. Je passerai la parole tout à l'heure à Camille. Je vais juste dire 2 mots avant cela du programme, donc plan de travail. Pourquoi l'avoir imaginé ? Nous, c'était une volonté de faire un état des lieux des entreprises des territoires par rapport à toutes ces transitions dont vous parliez, Muriel, donc environnementales, sociétales, et de voir un petit peu où est-ce qu'on en était à partir d'un point de repère qui était cette crise Covid qui a quand même bouleversé
très profondément la vie des entreprises. Et là, on est 4 années plus tard, on se demande un peu où est-ce qu'on en est, quels sont les changements profonds, qu'est-ce qui a accéléré, qu'est-ce qui est resté comme avant, etc. C'était vraiment cet état des lieux qui nous intéressait. On l'a créé pour éveiller les consciences de notre réseau. L'idée, c'est aussi d'être utile, donc de permettre peut-être à vous qui nous écoutez de vous inspirer, peut-être de vous donner aussi des réponses à des questions que vous vous posez. Et vous le verrez, vous l'avez vu dans le programme, on a aussi eu envie de croiser les regards, puisque les entrepreneurs et entrepreneurs, je préfère, qui vont intervenir ce matin, viennent aussi bien donc, des Pyrénées-Atlantiques que du Gers ou des Hautes-Pyrénées. Et c'est ça qui nous intéressait aussi, c'est d'avoir des regards croisés sur ces problématiques. Salesforce, maintenant, puisque ce que je partage, c'est-à-dire notre approche et cette thématique, elle vous a passionné aussi, Salesforce, l'entreprise. Du soutien d'Indara, vous avez eu envie de vous investir un peu plus particulièrement à nos côtés sur cette action en particulier. Donc je remercie notre mécène Salesforce et toutes les équipes qui sont présentes et qui sont venues depuis Paris pour assister aujourd'hui à cet événement. On a fait un travail formidable, très fin dans la préparation de cet événement. Et Camille Durin, je vais te passer la parole. Donc Camille interviendra tout à l'heure dans la 3e table ronde. Camille, vous êtes responsable du programme Égalité pour Salesforce au niveau de l'Europe. Et peut-être vous pouvez nous dire un petit mot sur l'entreprise, sur sa philosophie, et puis justement sur ce qui vous a intéressé pour une entreprise comme la vôtre, qui est une entreprise monde, on va dire, de vous associer à un projet local comme Indara. Et donc ce croisement d'échelle, encore une fois, nous intéresse. Merci Virginie, bonjour. On a pour habitude chez Salesforce de démarrer par des remerciements. Madame Dubois-Visiose, je vous remercie beaucoup au nom de Salesforce pour votre soutien sur cet événement. Évidemment Virginie pour toute la mise en œuvre et l'accompagnement à la co-construction de cette journée qu'on a montée justement pour interroger finalement les entreprises autour du nouveau monde du travail. Alors pour remettre un petit peu de contexte, Salesforce est une entreprise mondiale qui est spécialisée évidemment dans les logiciels de relations clients. L'idée est que des entreprises de toute taille et de tous les secteurs soient en capacité d'accompagner la transformation et d'accompagner leurs clients grâce à 3 choses: l'intelligence artificielle, la data et des logiciels de relations clients. Autour de ces 3 composantes, l'idée est de pouvoir accompagner toutes les entreprises à la création de parcours clients tout à fait personnalisés. Salesforce a été lancé et a été cofondé par Marc Benioff, qui est encore notre PDG aujourd'hui, en 1999 à San Francisco. Et aujourd'hui, ce sont 80 000 employés qui sont répartis à travers le monde. En France, nous sommes 1700 à travers différentes villes en France, et on en parlera tout à l'heure. Beaucoup de personnes sont aussi en remote. Et ça, c'est une des transformations du travail que l'on voit aujourd'hui et que Salesforce, évidemment, a mis en œuvre pour le bien-être de ses collaborateurs. Salesforce est une entreprise évidemment qui réussit. Aujourd'hui, on est parmi les 3 plus grands éditeurs de logiciels au monde. Et autour de cette croissance, notre cofondateur Marc Benioff voit l'entreprise comme une plateforme de changement. Nous avons au cœur de notre modèle 5 valeurs qui sont vraiment le centre de toutes nos actions. Celles-ci sont la confiance, le succès client, l'innovation, l'égalité, qui est le cœur de mon métier, comme vous l'a dit Virginie, et le développement durable. Alors, il est très important de savoir que autour de l'égalité, on a un modèle qui a été un modèle finalement pionnier qui peut-être va inspirer finalement les entreprises d'aujourd'hui. C'est le modèle du 1-1-1. L'idée est de reverser 1% de notre capital, 1% du temps de travail et 1% de notre technologie à des entreprises, à des activités non lucratives en France et dans le monde. Une fois qu'on s'est dit ça, vous voyez que Salesforce est une entreprise globale. Pour autant, on a une approche vraiment locale qui est portée par notre directrice générale, Émilie Sidikian, en France, et qui tourne autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'emploi. Le second, c'est l'insertion professionnelle. Et le troisième, ce sont les territoires.
Et finalement, c'est la raison d'être de ce partenariat aujourd'hui avec Indara. On a à cœur d'accompagner les entreprises en France dans un contexte évidemment mondial qui est tout à fait changeant avec l'émergence de l'intelligence artificielle qu'on a vu arriver avec ChatGPT en moins de quelques mois. Accompagner finalement les entreprises, les PME, les ETI à se transformer au mieux. Et donc, pour ce faire, il faut accompagner des écosystèmes locaux. Et c'est vraiment toute l'idée de ce partenariat qu'on a conduit avec Indara. Donc Virginie, merci une fois encore pour cet événement. Merci pour l'accueil et au plaisir de vous retrouver lors de la 3e table ronde tout à l'heure. Merci beaucoup Camille, c'est passionnant. J'ai encore 2 remerciements à faire avant qu'on commence, et pas des moindres d'ailleurs, puisque c'est le connecteur. On remercie vraiment infiniment toute l'équipe du connecteur, son directeur général délégué Thibaut Saint-Georges-Chaumet, qui est là-bas. Et cet écrin, en fait, on est vraiment superbement accueillis dans cet écrin technologique, sans lequel on n'aurait pas pu faire cette réalisation multicaptée aujourd'hui. Et donc, je remercie aussi toute l'équipe technique de réalisation, parce que c'est vraiment une réalisation assez hors norme qu'on réalise aujourd'hui. Et puis, j'aimerais aussi remercier Louis Média Créative, qui est notre partenaire éditeur de podcast, qui va nous accompagner pour la sortie du podcast qu'il ne faudra pas louper donc en début d'année prochaine. J'espère que ces tables rondes vous passionneront autant qu'elles nous ont passionnés dans leur préparation. J'espère qu'elles vous seront utiles à rencontrer peut-être des personnes, à vous donner aussi envie d'être actrice, acteur du changement. Ça va être le moment de commencer. Le moment est venu maintenant de commencer. Je vais passer le relais à Carole Suaz. J'en profite d'ailleurs pour la remercier infiniment. Carole, qui est journaliste indépendante, qui nous a accompagnés aussi pour la préparation de ces tables rondes et qui va animer superbement les échanges qui vont venir. Merci beaucoup et bonne table ronde. Très bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Je prends le relais de Virginie, que je remercie au passage. Je ne vais pas être plus longue, on va enchaîner sur 3 tables rondes pendant la matinée. Donc on va d'abord parler de projets entrepreneuriaux réussis, aboutis, qui sont partis d'une idée un jour. Puis ensuite on parlera du changement qui a été initié par certaines entreprises du territoire face à de nouvelles réalités environnementales et climatiques. Et on finira notre matinée en parlant des rapports humains et de nouveaux rapports au travail au sein de l'entreprise. Et donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre première table ronde. On va parler de projets inspirants menés par des entrepreneurs du territoire, des 3 départements précités. On va parler de leurs doutes, de leur expérience, de leur parcours. C'est des entreprises qui ont eu un souci d'équilibrer activité économique et des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc avec moi sur le plateau, nous avons Félix Agé, qui est le fondateur de Bioponie, créé en 2017 dans le Gers. Félix, vous êtes ingénieur spécialisé en aquaculture, dans l'eau et l'environnement. Vous avez travaillé dans la recherche pour l'INRAE et vous êtes aussi à la tête de la ferme pilote Ozon dans le Gers. Et Bioponie est aussi installée en zone tropicale, en Guadeloupe et à La Réunion. Vous avez 11 salariés au total aujourd'hui. À côté de vous, Romain Chaperon, vous êtes le fondateur de Wave Bumper, créé en 2017 à Bayonne. Vous avez développé des équipements pour protéger les biens, les écosystèmes, les populations sur la côte face à l'impact des vagues et à la montée des eaux. C'est un système de digues amovibles qui a été testé pour la première fois à Biarritz en 2016, qui est aujourd'hui déployé sur différentes côtes, en France, dans les Caraïbes, mais aussi aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous employez 14 salariés. Vous avez aussi en parallèle un travail, notamment via un programme d'intelligence artificielle qui étudie la puissance des vagues et leur impact.
Et enfin, Lydie Cazot, vous êtes la fondatrice de AME Management dans les Hautes-Pyrénées, créée en 2016. C'est un cabinet conseil qui accompagne les PME du territoire dans leur développement. Vous avez travaillé avec 5 collaborateurs et quelques intervenants extérieurs. Et dans la même ligne, vous avez ouvert cet été un lieu baptisé l'Arche 65 à Orléans. C'était un centre de ressources et de ressourcement. Le terme est important pour les dirigeants. Et vous êtes présidente de la French Tech 65. Donc merci à tous les trois d'être là. Je vais commencer en vous passant la parole un petit peu chacun à votre tour dans un exercice un peu scolaire, mais pour que vous puissiez nous parler du début de votre aventure, du déclic qui a peut-être eu lieu un jour et de votre parcours en fait de création d'entreprise. On va peut-être commencer avec vous, Félix. Oui, d'accord, ça marche. Donc Félix Saget de Biopony. Moi, le déclic il a été très progressif. À la base, je suis un passionné de pêche, de chasse sous-marine, de plongée. Et donc, j'ai pu faire mes études dans le domaine et je me suis spécialisé toujours dans l'élevage de poissons. Et une des pratiques majeures qui s'est accélérée aujourd'hui, on le voit, c'est la ressource en eau. Donc, en quantité et en qualité. Aujourd'hui, les éleveurs ont des grosses complications d'avoir suffisamment d'eau l'été et d'avoir une eau en qualité suffisante, notamment au niveau de la température, pour maintenir leur cheptel. Donc, je me suis très tôt spécialisé dans les élevages en circuit fermé. Et donc, notamment à l'INRAE. Et la problématique qu'on a derrière, c'est de réussir à filtrer cette eau, à maintenir le poisson dans le même environnement. Donc on a une stabilisation de la qualité. Mais un circuit fermé n'est jamais fermé à 100%. C'est impossible. On est obligé de renouveler un peu d'eau. Donc mes premiers travaux, c'était sur le peu d'eau qui sortait de ces circuits fermés. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'ils sont assez concentrés. Donc j'ai appliqué ce que j'avais appris en école d'ingénieur, de la phytoépuration avec des roseaux, etc. Et assez rapidement, en fait, j'ai découvert... via un employeur du sud-ouest de la France dans le Lot-et-Garonne qui élevait des truites et des saumons, l'option d'éventuellement épandre cette eau, commencer à cultiver des plantes qu'on allait manger nous humains. Et donc j'ai mis le pied dans l'aquaponie là, il y a 14 ans et depuis je suis dans le domaine. Donc c'est la combinaison d'élever un poisson et de cultiver les végétaux. Donc depuis je suis que spécialisé là-dedans. Je suis parti aux États-Unis en tant qu'enseignant-chercheur, développeur de la filière américaine d'aquaponie. Et ensuite, j'ai travaillé pour des porteurs de projets, des privés, qui souhaitaient lancer de grandes fermes aquaponiques pour approvisionner leurs grandes surfaces, leurs magasins, etc. Et fin 2017, j'ai décidé de rentrer en France avec ma conjointe et de créer mon entreprise, tout simplement pour créer mes propres valeurs, ma propre ligne stratégique. Même si c'est un bureau d'études et un centre de formation, on reste quand même soumis, on travaille pour le client, pour concrétiser son projet. Mais on porte soi-même sa propre entreprise. Et donc, à l'origine, ça a été créé d'ailleurs à Biarritz. La toute première immatriculation de mon entreprise individuelle a été faite à Biarritz. Et derrière, la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà un bon réseau dans le domaine spécialisé de l'aquaculture. Et ça a permis d'enclencher assez rapidement les premières études, trouver des associés pour répondre à la demande qui était en pleine expansion, créer du salariat, etc. Merci Félix. Alors vous, ça a été un parcours un peu plus long. Romain, qui est à côté de vous, pour vous, ça a été plutôt cette création, une prise de conscience subite. Subite et violente, oui. Moi, le sujet est apparu pour moi pendant une tempête sur Biarritz. Dans l'hiver 2013-2014, Biarritz a subi 9 tempêtes avec 9 dépressions hyper importantes, ce qui est assez rare dans le même hiver. Au mois d'octobre, les vagues sont rentrées dans le casino, ce qui était assez impressionnant. Les travaux ont été faits, la remise en état était quasiment terminée pour le mois de mars. Et au mois de mars, de nouveau, une tempête importante, la tempête Christine, qui rentre dans le casino. Et moi, à l'époque, je fabriquais des planches de surf. Et pendant cette tempête, j'étais en bon spectateur parti voir les vagues. Et là, j'ai vu des masses d'eau, des violences que j'avais jamais vues avant. Et ça a été un révélateur en me disant il s'est passé tout ça cet hiver, il y a une augmentation de la fréquence, des puissances. Je pense que c'est pas anodin, et c'est une évolution c'est quelque chose qui démarre et qui est en lien avec le changement climatique et notre environnement. Donc je me suis intéressé un petit peu au sujet, j'ai eu l'idée je voulais faire des boucliers en matériaux composites pour mettre devant les vitres du casino et se dire la prochaine fois qu'une tempête arrive, au moins les vagues ne rentreront pas. Alors j'ai griffonné ça sur mon coin de table, c'est resté pendant quelques mois, et sur l'hiver suivant,
La ville a été encore impactée, les dunes de sable étaient là, on a commencé à modifier en lien avec la mairie, à mettre le sable dans des big bags, à faire une évolution dans ce sens-là. Et sur une tempête suivante, j'ai vu un déchet flottant, je pense que c'était un tronc d'arbre, quelque chose qui a explosé les big bags. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, filé dans le garage et j'ai fabriqué la première courbe en fibre de verre, le premier bouclier à mettre devant les big bags pour faire des tests. Donc on a testé ça avec la ville de Biarritz pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis retrouvé avec un bon de commande dans les mains en disant on va équiper toute la façade, le mur du palais, le mur d'enceinte de l'hôtel du palais. Et moi je fabriquais des planches de surf. J'avais pas une entreprise qui convenait pour ça, donc je suis allé créer l'entreprise avec mon bon de commande. Et depuis, je me suis rendu compte que effectivement le constat était bon, le niveau de la mer augmente, les tempêtes sont plus violentes, les populations se rapprochent, viennent s'installer sur le littoral. Donc on vit une incohérence pour moi qui est celle de positionner une grande partie de nos enjeux terrestres sur une zone d'impact océanique. Donc l'idée a été de faire des digues amovibles pour pas dégrader le territoire. Donc on met nos boucliers, on se défend au moment où on a besoin et puis ça disparaît après. Voilà. Et depuis on est à quelques dizaines de kilomètres de protection réalisés maintenant. Voilà. Avec des résultats hyper positifs, notamment sur les tempêtes qu'on a vécues le mois dernier, qui ont été des tests grandeur nature dans certains territoires, qui nous prouvent qu'en plus de protéger des vagues de submersion les biens et les personnes, on arrive à lutter contre l'érosion et à faire du maintien de cordons dunaires, de choses sur lesquelles on misait pas trop au début. Voilà. Très bien. Merci. Lydie, vous, la création d'entreprise, vous l'aviez un peu dans la peau, en fait. Oui, tout à fait, oui, dans l'ADN. Je suis fille de commerçant et je suis née derrière un comptoir. J'ai été élevée en relation avec des clients, avec l'image de parents qui étaient indépendants. Et je l'ai depuis toute petite comme exemple. Et donc, il était pour moi sûr qu'à un moment donné ou à un autre, j'allais créer mon activité. Il a fallu attendre le bon moment, moment où j'ai estimé avoir assez d'expérience pour tenter de faire quelque chose, une fenêtre qui s'est ouverte avec mon ancien employeur qui m'avait offert l'opportunité d'avoir une formation à l'Institut français de gestion qui donne aussi un peu des ailes et de l'ambition pour aller plus loin. Après, il fallait se poser la question de qu'est-ce que je peux faire avec toute cette expérience. Et bien là, je pense qu'on se pose aussi la question de qu'est-ce qui a du sens pour moi, quelles sont mes valeurs et quel impact j'ai envie d'avoir. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'en réunissant tout ça, j'ai décidé d'accompagner les entreprises. C'est un métier que je ne connaissais pas. La seule chose que j'avais, c'était la volonté, en fait, et de m'investir auprès de femmes et d'hommes qui ont créé et qui se battent chaque jour pour maintenir ou développer leur activité. Donc, c'est avec cette volonté que j'ai créé AM Management il y a 7 ans. On accompagne les PME. À la base, plutôt d'un point de vue technique, montage de dossiers de financement, structuration de la fonction RH, accompagnement sur les qualifications. J'avais la volonté également de faire du 360 degrés parce que le dirigeant de PME n'a pas forcément les ressources en interne. Il est souvent très technique, il n'a pas forcément appris la gestion. Il est pris par le quotidien, il a du mal à lever la tête. J'ai souhaité créer un accompagnement ressources pour qu'il ait son comité de direction quelque part externalisé. J'avais la chance, moi, de venir de l'industrie où on était un comité de direction fort et puissant et on pouvait apporter les changements et accompagner les projets de développement. J'ai voulu offrir ce service aux dirigeants de PME. C'est passionnant parce que ce sont des hommes et des femmes qui viennent de différents univers, qui ont créé leur entreprise pour différentes raisons, et ici on le voit autour de cette table. Mais c'est surtout des personnes qui sont engagées et qui se battent au quotidien. Donc on retrouve au niveau des chefs d'entreprise des personnalités qui sont très très intéressantes et qu'on aime accompagner en fait parce qu'elles en ont besoin et qu'elles sont reconnaissantes de cela.
Alors aujourd'hui, on parle de vos projets qui sont plutôt aboutis. Vous me direz, il y a toujours du travail à mener, vous avez toujours d'autres idées, mais on imagine qu'il y a forcément eu des obstacles au départ, qu'il y a peut-être des moments un peu plus difficiles ou des étapes un peu plus difficiles que les autres à passer. Peut-être, Romain, au début, qu'est-ce qui a pu être compliqué pour vous quand vous avez commencé? Alors, ce qui a été compliqué pour moi, c'est l'idée, je l'avais, je suis parti d'une feuille blanche, je l'ai posée dessus. Le problématique, c'est que je me suis retrouvé confronté à un domaine, à un environnement assez complexe. C'est la concurrence en face de moi, c'était du Bouygues, du FH, du Vinci, des grosses entreprises, où la seule technique qui existait pour se protéger, c'était de construire des digues en dur, monter des murs de béton en mer, des zones d'enrochement. Et le fait d'apporter cette idée nouvelle, d'avoir une sorte de méthode douce pour se protéger contre les assauts de l'océan, c'était assez nouveau, parfois inconcevable, et surtout, comment ça peut tenir. Donc il y a eu toute une phase, je dirais, technique, expérimentale à passer, avec assez peu de moyens, là où les autres fonctionnent en dizaines ou en centaines de millions d'euros. Donc ça a été un premier point. Et puis aussi, ce qui recoupe avec un manque de crédibilité au début, parce qu'on arrive avec une idée, moi je suis pas ingénieur, j'ai juste un brevet des collèges, fabriquer des planches de surf, mettre les pieds dans ce domaine-là un petit peu par hasard, c'était pas évident. Et qu'est-ce qui vient faire celui-là? Donc ça a été un premier frein, un premier handicap, et il a fallu du temps. Par contre, dès que les vagues ont commencé à taper les boucliers et à montrer le fonctionnement, ben là, ces freins-là ont changé, et aujourd'hui, on arrive même à faire changer, évoluer les mentalités jusque sur des niveaux importants du gouvernement pour certaines prises de décision, et intégrer ces méthodes douces. Et on voit qu'au niveau législatif, on a les lois climat et résilience, les lois sur l'aménagement du littoral qui évoluent en intégrant maintenant des solutions douces et en prenant cette direction-là. Donc ça, c'était un frein du début qui est en train de se transformer. Vous, Félix, la difficulté, ça a aussi été un marché de niche quand vous êtes arrivé. Exactement, oui. Ouais. Ouais, c'est un monde, l'aquaponie, de pionniers en France, encore aujourd'hui. Et en 2017, il n'y avait quasiment rien d'existant. C'est un monde qui est complètement inconnu, avec deux filières qu'il faut tenter de rassembler qui ne se parlent jamais, les éleveurs de poissons et ceux qui cultivent des plantes maraîchères. Donc au démarrage, ça a été compliqué pour entrer les premières commandes, démarcher des clients pour qu'ils se convertissent là-dedans. Mais bon, au final, on y est arrivé. Et après, on a des obstacles réglementaires qui sont très forts en tant qu'éleveur de poissons. Donc ça peut aussi freiner un peu les gens. Et surtout, on n'a pas de vitrine. On arrive avec des modèles qui existent à l'étranger, parce qu'en France, en 2018, il y avait 2-3 fermes, mais d'autodidactes à toute petite échelle, des ultra passionnés, pas des choses transmissibles ou transposables pour des gens qui gèrent des grosses boîtes ou qui veulent créer de vraies filières. Et ce qui a vraiment permis de lever ces verrous, c'est la rencontre notamment avec mes associés de Ozon, la création d'une première ferme pilote dans le Gers qui montre ce dont on est capable de faire. Et ensuite, avec mes associés sur Bioponie, le fait d'établir des premières fermes, de construire des premières fermes, de raccompagner des porteurs de projets jusqu'au bout et de montrer que c'était faisable, qu'on pouvait produire et que voilà, ça fonctionnait, quoi. Très bien. Et pour vous, Lydie, les débuts ont-ils été tout rose, vous a-t-on accueilli à bras ouverts? Alors, absolument pas. Absolument pas. Ça a été difficile. Ça a été difficile de faire comprendre mon approche qui était globale. On me demandait de me spécialiser. On me disait, tu en fais trop, 360 degrés, c'est pas possible. Il faut que tu choisisses une fonction pour t'imbriquer là-dedans. Et j'ai jamais en fait quitté l'idée du 360 degrés parce que c'est le besoin des entreprises. Donc ça a mis du temps pour convaincre, mais comme tous ceux qui se lancent, je pense, dans une activité, faire sa place, faire savoir qui on est et faire ses preuves. Mais pour faire ses preuves, il faut des premiers exemples et il faut être tenace. Il faut être vraiment tenace pour y arriver. Et pour ma part, il a fallu à peu près 3 ans
pour peut-être moi aussi apprendre finalement où était ma position, quel serait mon discours, m'affûter, avoir mes premiers clients qui aujourd'hui me recommandent et mon développement est vraiment basé sur la recommandation. Et justement, sur ces temps longs que vous évoquez tous, on imagine qu'ils sont aussi émaillés de doutes, parce que parfois on se dit, bon, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que ce que je fais a du sens et pourra un jour marcher? Est-ce que Félix, vous avez eu ce sentiment? Alors des doutes, peut-être pas, mais des moments de difficulté, notamment une gestion de trésorerie qui est hyper compliquée quand on est bureau d'études. On a des bons de commande qui sont hyper variables. En même temps, on essaie de se structurer pour se développer. Donc après, on crée les premiers salariés. Ça, c'est une énorme étape. Et derrière, il faut assurer. Là, on n'est plus entre associés en train de se dire, OK, on peut bricoler entre nous, on verra comment on va faire à la fin du mois. Là, il faut assurer. Et donc ça, c'est hyper compliqué de réussir à stabiliser à la fois la trésor et en même temps réussir à booster le développement dans l'entreprise, quoi. Voilà, mais une fois qu'on a établi effectivement les premiers exemples, les premières vitrines, c'est ça surtout qui aide à tourner, et puis surtout les associés, les salariés qu'on met en place, qui eux génèrent tout le travail nécessaire pour ça, quoi. Ouais. Vous, Romain, le doute, ça a été ou ça l'est peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, quelque chose qui vous a Le, touché? le doute est permanent, et je dirais qu'il existait moins au début parce que ça semblait être une évidence. Il y avait un constat, une solution qui, à mon avis, pouvait vraiment amener du mieux, du plus et aller dans le sens du changement climatique et du besoin environnemental du moment et à venir. Euh, En revanche, c'était comment mettre toute cette machine en route, comment mettre tout ça. Donc il y avait une forme d'excitation importante. Quand on commence à être dedans, dans le mécanisme, premier bon de commande de Biarritz arrive avant que la société soit créée, ça va vite. En revanche, pour les autres collectivités, je me suis retrouvé confronté au marché public et aujourd'hui, quand je rencontre un client, un prospect, je sais qu'il va falloir 2 ou 3 ans pour qu'on arrive au bon de commande ou à l'installation. Donc on est sur des temps longs. Et là, le doute commence à naître. Et hier, j'avais un sujet, on m'a dit, OK, si on démarre maintenant, ce sera une installation 2050. Donc le doute est en train de grandir petit à petit, mais c'est aussi ce qui stimule, pousse à trouver les bonnes solutions et à manœuvrer dans le contexte environnemental et économique aussi pour faire démarrer une petite start-up, un petit quelque chose démarrer avec zéro et essayer de répondre aux problématiques. Vous, Lydie, justement, vous avez peut-être connu le doute vous-même dans votre parcours, mais aujourd'hui, vous êtes aussi là pour traverser ces phases un peu difficiles. Comment vous articulez les deux? Je rebondis, moi je pense que le doute, effectivement, s'il n'est pas paralysant, il est plutôt bénéfique à l'entrepreneur parce qu'on est toujours dans un milieu mouvant et si on est sûr de soi, on prend le risque aussi d'aller contre des murs. Avoir un peu de doute, c'est se remettre en question, c'est analyser son environnement et trouver de nouvelles solutions. Donc encore une fois, s'il n'est pas paralysant, le doute peut être bénéfique et nécessaire en fait pour pouvoir naviguer dans un monde de plus en plus difficile, comme vous le disiez, d'un point de vue économique, environnemental, etc. Et est-ce que vous avez des conseils justement pour accompagner les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que vous rencontrez pour dépasser cette phase en leur disant le temps long, il est aussi nécessaire, il faut douter, mais peut-être que ça va aboutir à quelque chose de positif? Je pense que le partage d'expérience entre dirigeants d'entreprise est quelque chose de très très riche. Pouvoir justement échanger ensemble des expériences qu'on a vécues, avoir des exemples d'entreprises qui ont rebondi, qui ont eu des difficultés, c'est très très enrichissant et ça rompt aussi la solitude du chef d'entreprise. Donc je crois que le partage vraiment d'expérience et l'échange entre pairs est quelque chose de très très riche, de très très fort pour accompagner les dirigeants. Parce que vous aviez tous votre savoir-faire, votre technicité, on va dire, et puis après, il y a d'autres pans qu'il faut apprendre au moment de la création d'entreprise. Est-ce que, par exemple, il y a des étapes difficiles sur les freins réglementaires, par exemple, qui existent, le développement technologique, qui peut aussi être parfois plus difficile? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez identifiées dans votre développement?
Félix, pardon. Mais pour ma part, oui, comme je disais, on a des très gros freins réglementaires sur l'installation d'une pisciculture en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans ce qu'on consomme, c'est 82, 84%, ça varie chaque année, mais en gros, on fait pas en dessous de 80% de produits aquacoles importés en France. Donc ça veut dire qu'on produit même pas 20% de nos poissons et de nos crustacés, etc. La philosophie française, c'est de dire, chez nous, c'est propre, c'est clean, on ne touche pas à l'environnement. On envoie les ingénieurs, on envoie les larves, on envoie les petits poissons à l'étranger. Les Grecs, les Tunisiens, ils vont s'en occuper. Et après, ça revient chez nous et on va déguster ça sur les tables à Noël. Ça, c'est une hypocrisie qui est insupportable, d'autant plus quand on est éleveur, souvent mal perçu du grand public. Et quand nous, on est des pionniers dans des nouvelles filières qui ne cochent aucune case des cahiers des charges habituels, des directions départementales pour obtenir les autorisations. Là, il faut tenir très bon mentalement, parce que c'est où l'entrée d'eau de la pisciculture, où a lieu le rejet. Il n'y a pas de prise d'eau, il n'y a pas de rejet. Voilà, on ne coche plus rien. Donc là, il faut s'armer de patience. On a eu une grande étape de franchie hier avec ma société Ozon. On était au Coderst à Pau, à la préfecture de Pau hier. On vient d'obtenir une autorisation environnementale pour notre grande ferme qu'on va installer sur la commune de l'Escar, juste à côté de Pau. C'est une première en France sur un élevage de salmonidés depuis 1999. Il n'y a aucun éleveur qui n'a pu s'installer. Il n'y a plus de cage en mer, il n'y a plus d'élevage. Donc ça, c'est une des premières très grandes difficultés. Et nous, après, techniquement, dans le monde de l'aquaponie, comme je disais tout à l'heure, on rassemble deux univers, l'univers de l'éleveur en circuit fermé, qui est déjà un univers très technologique, et l'univers du maraîchage hors sol, de l'hydroponie, qui est aussi un monde ultra technologique, un peu plus ancien, donc un peu plus fourni en équipement. Mais on a vu qu'il y avait un stress important chez nos clients à l'installation, parce qu'il faut agréger ces équipements. Il n'y a pas de notice, il faut savoir les mettre en place, les lancer. Donc il y a 3 ans et demi, on a créé une autre société avec mes associés qui s'appelle Hydroxitanie, qui est basée à côté de Toulouse, pour justement rendre ce service d'aller chercher les équipements, participer à tous les salons sur l'aquaculture, l'hydroponie, être capable de préparer des containers entiers pour les envoyer sur différentes zones de construction et former des équipes au montage. Et sans ça, on n'aurait pas réussi à développer aujourd'hui les projets qui sont en cours. Donc c'est encore une autre aventure entrepreneuriale avec d'autres salariés, d'autres associés, mais c'est ça qui est super dans notre domaine, quoi. Et vous parlez justement de développer tout un tas de branches en fait associées à votre activité. Vous aussi, Romain, c'est un enjeu important pour vous, notamment sur les matériaux composites, puisque vous travaillez aussi là-dessus. Vous travaillez aussi sur de la donnée, de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des compétences qu'il faut apprendre. Qu'il faut apprendre et mettre en musique. Alors les compétences sur le composite, je les avais de mon ancienne vie, les matériaux, je les connaissais. La connaissance de la mer est venue compléter pour créer cette solution. Par contre, il y a eu dans le constat, il y a eu une autre analyse, c'était se dire à quel moment, du fait d'être amovible, à quel moment on doit s'installer et à quel moment on peut disparaître. Et là, il y avait une grande interrogation, et quand je prenais les alertes météo de Météo France, on nous donnait des indications rouge, jaune, verte, et pour moi, je n'avais pas le système, la donnée qui me permettait de dire je peux m'installer, et surtout, qu'est-ce qu'il faut que j'installe par rapport à la puissance de la tempête. On ne l'avait jamais, et là, je me suis rendu compte que Météo France nous donnait des alertes météo qui étaient en fait une hauteur d'eau. Donc l'alerte submersion tenait compte uniquement du fait de pouvoir être inondé, et à aucun moment de l'énergie de la houle et de l'impact généré sur les enjeux qu'on voulait protéger. Donc là, il a fallu développer un système, et encore une fois, sur quelque chose de nouveau. Alors ça touche les matériaux composites et ce qu'on fait, parce que toutes les normes qui existent sont sur le béton, sur le génie civil, et là on rentre sur quelque chose qui n'existe pas, et pour se faire valider, il faut créer la norme. Du coup, c'est un job qui a démarré il y a quelques semaines avec l'AFNOR. Il existe des normes sur les constructions pour les bâtiments, pour le TP, des normes pour les inondations, et tout ça est en lien. C'est un gros univers. Il faut avoir les autorisations, il faut pouvoir construire. Ensuite, il faut pouvoir assurer. Et quand il y a un problème, il faut pouvoir se faire rembourser. Donc il y a tout un tas de paramètres qui rentrent sur les normalisations. Et aujourd'hui, on est en train de créer nos propres normes en lien avec l'AFNOR. Et ça a été un job important et qui touche à la fois les matériaux, la construction, la réglementation, la météo. Voilà, faut mettre tout ça en musique pour arriver à un petit bout de solution.
Il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est un peu l'éléphant dans la pièce, puisque c'est évidemment l'argent pour développer tous ces projets. Lydie, justement, vous intervenez aussi beaucoup dans ce domaine sur la recherche de financement, l'optimisation de présentation des dossiers, etc. Vous, quelle analyse vous avez justement sur cette recherche de fonds pour les entreprises? Alors, il y a des aides qui existent, il y a des guichets qui vont être thématiques. Bon, souvent, l'innovation et la transition écologique sont des secteurs qui sont aidés. Mais pour un dirigeant d'entreprise de PME, c'est souvent un peu le parcours du combattant. Il faut trouver l'aide, le guichet. Il faut aussi savoir présenter son projet comme il est attendu de la part d'un financeur. Et ça, c'est pas toujours évident, en fait. On a une vision en tant que chef d'entreprise qui est très opérationnelle quand on va avoir un guichet financeur qui va nous demander une présentation qui soit plus théorique, plus philosophique quelque part. Et parfois, ça, c'est pas évident de la part du porteur de projet ou de l'entreprise qui souhaite se développer. Aussi, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de rédiger, mais ça permet aussi de cadrer le projet. Bien souvent, moi, on me téléphone en me disant tiens, j'ai un projet, je cherche du financement, je voudrais que vous m'aidiez à trouver du financement. Et quand j'arrive auprès du chef d'entreprise, on se rend compte qu'il n'y a pas de prévisionnel financier encore, il n'y a pas de présentation marketing, il n'y a pas de... voilà, on est en fait finalement presque au stade d'idées, des devis, et on est prêt à acheter parce que c'est le rythme de l'entrepreneur. Donc ça nécessite aussi un accompagnement qui permet de bien cadrer finalement le projet. Et c'est riche pour le chef d'entreprise de définir vraiment le parcours, de savoir où il va, bien que souvent il y aura quand même sur le chemin des aléas auxquels il faudra s'adapter. Mais je pense que l'aide et l'accompagnement, là aussi, pour rechercher des financements et monter ces dossiers est nécessaire. C'est de la ressource, encore une fois. C'est du temps et de la ressource. Est-ce que ça a été compliqué pour vous deux? Ça peut passer par des levées de fonds, trouver des partenaires. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une phase difficile ou facile? Ah oui, non, difficile. Bon, sur le bureau d'études et centres de formation, moi, effectivement, l'enjeu, ça rejoint ce qui a été dit, c'est surtout de développer les outils internes qui sont inexistants pour dimensionner une ferme aquaponique, pour y mettre des cultures tropicales avec une gamme que vous imaginez hyper large, qui peut aller de la truite ou du caviar, de l'esturgeon jusqu'à l'autre côté en passant par des salades, de la vanille, des fruits de la passion. C'est pas du tout les mêmes itinéraires techniques, c'est pas le même calcul, c'est pas le même dimensionnement. Ça, il n'y avait rien d'existant. Donc il a fallu établir plein de bases de données, des outils de calcul. Tout ça, on l'a déposé au crédit d'impôt recherche parce que c'est du temps interne de recherche et développement. Refus complet de la part de la DGFiP du Gers, on est en procédure avec eux, enfin bref, bon après on est bureau d'études donc on va se débrouiller sans, mais c'est quand même insupportable pour des gens comme nous qui sommes dans des filières ultra innovantes, des pionniers, d'avoir des refus de financement de la part de l'État. Derrière, après, sur ma ferme Ozon, nous, on souhaite créer une filière de ferme aquaponique. Donc là, effectivement, les investissements sont très, très importants. Donc on a effectué plusieurs levées de fonds. Là, on en a bouclé une première l'année dernière. Et ça nous a permis de raccrocher à notre projet des grands faiseurs des filières françaises. Et ça, c'est un signal qui est très fort et c'est ce qui nous a aidés. C'est pas les fonds publics, c'est des fonds privés. C'est ceux qui sont déjà dans les filières, qui se posent des questions, qui savent qu'ils vont devoir affronter une transition sévère, qui sont venus se porter au capital de notre société. Et là, on organise en ce moment une autre levée de fonds plus importante où on va chercher des fonds de notre domaine aussi, qui relèvent du domaine agricole. On a quand même des financements publics sur la partie mise en place des fermes aquaponiques. Alors ce qui est très compliqué, c'est qu'on est sur deux volets. On est sur le volet agricole et le volet aquacole, qui est séparé au niveau régional, européen. Ce ne sont pas les mêmes fonds. Donc il faut rédiger des dossiers différents. Donc là, très très compliqué. On se fait accompagner par des entreprises spécialisées, par des prestataires, parce que c'est des dossiers de l'enfer. Et après, il faut être des bons pitchers sur les autres appels à projets, quand on doit, même si on a des projets qui cochent absolument toutes les cases de résilience, de souveraineté alimentaire, d'efficience énergétique, environnementale, etc. Ça fait pas tout. Il faut être un excellent pitcher, il faut avoir parfaitement travaillé son business plan, et ça passe pas à tous les coups, quoi. Voilà. Pour vous, Romain, c'est aussi moi c'est compliqué. Ça a été compliqué par moment, ça l'est un petit peu moins en ce moment, mais il y a eu une chronologie qui a fait que c'était pas forcément évident par rapport au sujet, par rapport à certaines dimensions d'enveloppe. Au final, au démarrage, quand je crée en février 2017,
j'ai pas réellement conscience de mon besoin en fait. Donc, on ne sait pas trop où on veut aller. Il y a une idée, il y a des sujets à réaliser sur Biarritz. J'en parle à quelques personnes et très rapidement, sans faire une vraie levée de fonds, je me retrouve avec une enveloppe de 300 000 euros devant moi qui me permet de démarrer. Et là, il y a un phénomène assez étonnant qui s'appelle Irma, qui est un ouragan qui passe aux Caraïbes au mois de septembre. Et je me retrouve de l'autre côté de l'Atlantique sollicité pour venir reconstruire Saint-Barth, faire de la protection à la demande de certains architectes et du groupe Alliance pour les assurances, qui refusent de réassurer tous ces clients première ligne bord de mer sur Saint-Barth, qui disent il faut mettre des protections si vous voulez qu'on réassure. Donc là, il a fallu recréer, redessiner, et j'ai des enveloppes qui sont arrivées, enfin des contrats pour pouvoir travailler de cette façon-là. Donc la partie levée de fonds, le besoin de financement se faisait assez naturellement, directement avec le business. Et en 2020, ça a été plus compliqué parce que là, on ne pouvait plus se déplacer. Mon marché qui était porteur sur les Caraïbes et qui commençait sur les États-Unis s'est stoppé. Et là, 2020-2023, assez compliqué financièrement, besoin de remonter les choses. Et puis à ce moment-là, quasiment pas de tempête pendant 2 ans. Ouais. Donc, un peu compliqué. Les choses Oui, sont vous voulez dire, redémarrées. c'est le Covid qui vous a... Les budgets ont été attribués à autre chose, en fait. Tous les budgets, on avait, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des cycles longs de prise de décision. Et tout ce qu'on avait généré en marché entre 2017 et 2018, qui devait démarrer même sur des contrats signés en 2020, les budgets ont été réattribués à l'urgence Covid. Et du coup, je me suis retrouvé avec une fenêtre devant moi complètement, enfin avec une porte même fermée. Il a fallu tout recréer, reproduire. Et à ce moment-là, ce sont les PGE qui nous ont un petit peu sauvé la vie. Et depuis ça repart, les tempêtes sont là. Et du coup, on peut de nouveau envisager les levées de fonds qui étaient prévues en 2020 avec la croissance qu'on avait eue sur 3 ans. Et donc, on a pris un creux de 3 ans assez important et on redémarre sur les mêmes lignes. Donc, ces besoins de financement et ces difficultés, elles peuvent être administratives, normatives, mais enfin, pour moi, ça a été Covid, climat, petit manque de tempête sur un marché où on fonctionne là-dessus. C'était pas évident. Lydie, je voulais revenir sur un terme que j'ai évoqué en vous présentant, mais parce que vous avez un volet où vous êtes là pour accompagner techniquement, sur tous les plans, les entrepreneurs. Et vous avez créé un lieu qui s'appelle l'Arche 65, qui est important dans les Hautes-Pyrénées. Ça a ouvert cet été. C'est un lieu de ressourcement pour les dirigeants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme je vous disais, ma première approche pour accompagner les entreprises était plutôt technique. Et très vite, je me suis rendu compte que les dirigeants avaient besoin aussi et surtout de soutien moral, d'échanger, de réfléchir et d'évoluer. Et c'est parfois pas simple d'évoluer. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que oui, j'avais ma partie technique, mais en fait, j'avais aussi beaucoup d'accompagnement humain à côté de ces dirigeants. Et ce qui m'a poussé d'ailleurs à partir un an en formation à nouveau à l'Institut français de gestion, en coaching professionnel. Alors pas pour être coach, c'est pas mon métier, mais plutôt pour comprendre et avoir des techniques d'accompagnement pour faire évoluer mes dirigeants d'entreprise, parce qu'on est dans un monde qui évolue et on doit évoluer avec ce monde-là. On le voit par exemple aujourd'hui en termes de management, des générations changent, l'après-Covid fait que les attentes des collaborateurs sont différentes, quand nos dirigeants sont toujours plus sollicités. Alors comment on arrive à accompagner tout cela ? C'est pour ça, je crois, que j'ai créé ce lieu, pour pouvoir leur offrir un espace où ils viennent échanger entre eux, vider leur sac, trouver aussi des compétences techniques dans ce lieu, mais à travers de l'événement, souffler parfois, mais aussi échanger. Et tout ça dans un lieu, parce qu'il est parfois difficile de se réunir, parce qu'on n'a pas le temps, on court, il y a des choses qui se passent un peu à droite à gauche. Là, c'est vraiment leur dire, vous avez une maison, vous avez un lieu où vous pouvez venir vous ressourcer, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue moral,
voilà, regagner du moral, partager, etc. Donc c'est une maison d'accueil pour chefs d'entreprise bienveillants, ambitieux, souhaitant se remettre en question et venant chercher de la ressource. C'est une volonté aussi d'aller chercher de la ressource. Vous évoquez justement un point, c'est aussi le recrutement. Évidemment, une entreprise qui grossit, elle doit aussi étoffer son équipe. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que il y a un enjeu particulier sur le recrutement et sur la formation aussi peut-être, Félix? Oui, il y a un enjeu effectivement sur la partie productive, sur les fermes, sur le bureau d'études. Ça s'est fait par mon réseau, par les rencontres dans la filière aquaponique. On est entre passionnés généralement, donc ça se fait assez facilement sur la partie ingénierie, formation. Et derrière nous, on a dû créer, on est organisme de formation, créer une formation adaptée à une prise de conscience de c'est quoi en fait être aquaponiste professionnel et pas juste un autodidacte qui construit sa petite ferme et qui se fait plaisir avec, pour essayer vraiment de concrétiser une filière. Aujourd'hui, il y a plusieurs formations qui existent dans les lycées, dans les écoles d'ingénieurs, etc. Mais quand bien même quelqu'un a appris ce que c'était l'aquaponie, ça veut dire qu'il sait opérer dans une ferme, l'outil de production. Aujourd'hui, on arrive à trouver assez facilement, si je prends la casquette de développeur de ferme, on arrive à trouver assez facilement des dirigeants de ferme, des ouvriers et des ouvrières polyvalentes, parce qu'on réunit plusieurs univers, donc c'est intéressant pour des personnes peu qualifiées de se former à notre outil et de voir plein de tâches différentes. Par contre, le maillon intermédiaire qui est essentiel et qui porte vraiment quasiment toute la responsabilité de la production, c'est là où le chef de production, sur la partie poisson, sur la partie élevage, aujourd'hui on trouve très facilement plein de jeunes, même des moins jeunes, qui sont ultra motivés par la transition écologique, etc., qui viennent dans nos sociétés parce qu'ils veulent s'engager pour l'environnement, pour la durabilité des solutions, pour la planète, etc. Mais nous, notre métier, c'est d'être des agriculteurs et des éleveurs. Et on n'a pas ce maillon intermédiaire de gens passionnés par la production, par l'intensité, avoir du rendement, sortir des poissons, sortir des végétaux, ça on ne le trouve plus. C'est plus quelque chose qui passionne. Et je pense qu'on est devenu une société vraiment de service où on n'arrive plus à transmettre cette passion de nourrir les gens, de sortir de l'aliment pour le proposer aux gens. Donc ça, c'est notre grosse difficulté. On arrive facilement à former des gens, on arrive facilement à en trouver. Par contre, on n'arrive pas à susciter cette passion de produire. Voilà. Lydie, je vous vois hocher de la tête. C'est quelque chose qui fait écho à des situations que vous avez... Oui, Là, c'est très compliqué. Alors, dans les métiers passion, justement, on va avoir beaucoup de monde qui arrive devant la porte, on va les former, puis finalement, il va y avoir un quotidien de travail qui fait qu'il y a une grosse désillusion pour ces publics-là, et ils ne vont pas rester souvent. Donc, on voit dans tous ces métiers passion ce phénomène. On parle de marque employeur aujourd'hui, comment j'attire, comment je conserve mes collaborateurs. Alors, il y a des activités pour lesquelles c'est plus facile que pour d'autres. Je vais prendre une entreprise du BTP qui fait de la maçonnerie, développer la marque employeur pour des collaborateurs qui vont porter du poids, travailler à l'extérieur dans des conditions très rudes, c'est pas non plus très évident. Et pourtant, souvent, on le sait, la création de valeur, elle est dans la production. Les sociétés de services, c'est très bien, hein, j'en fais partie, j'en suis une. Mais si on n'a pas des activités de production, le service, il ne sert pas à grand-chose. Donc je pense que ça aussi, une prise de conscience sur cette partie-là, au niveau national, serait aussi nécessaire de dire tout le monde ne peut pas faire du service s'il n'y a pas de production à côté. Donc comment on accompagne sur les territoires cet équilibre et comment surtout on prend soin de nos sociétés de production. Voilà, question ouverte. Que fait-on sur nos territoires pour cela? Romain, le recrutement, ça a aussi été une étape, on va dire. Alors, ça a été une étape. J'ai dû m'entourer, ne connaissant rien au domaine. Il a fallu que je m'entoure de sachants, entre guillemets, ce qui n'a pas été forcément très compliqué au début. Ce qui est compliqué, c'est, enfin, les problèmes de recrutement que j'ai, c'est pas forcément sur le côté passion, parce que quand on rentre sur des sujets web bumper, on se déplace, on va se confronter, on va voir les enjeux, on va se confronter aux éléments. Il y a du challenge en permanence qui est quand même important. Donc le côté passion, je pense qu'il naît très vite quand on arrive dans le bureau d'études. Maintenant, on a l'outil de production à Souston, donc là, ce sont des profils différents. C'est vraiment de l'atelier, la production des pièces. Et je vois que ce côté passion se transmet aussi sur la production. Mes plus gros problèmes sont ceux de, je pense, 95% des entrepreneurs ici. C'est comment on les loge,
comment on s'adapte en fait au problème local pour faire venir travailler des gens ici. Et c'est ce qu'on retrouve plus, c'est, j'ai l'impression d'être d'une ancienne génération où justement on allait travailler pour le plaisir parce que c'était normal. Et dans les recrutements, quand on nous demande si on peut travailler à l'atelier mais en télétravail, ça me questionne. Donc les profils qui arrivent en face de nous aujourd'hui, depuis, encore une fois depuis le Covid, me créent des soucis et des interrogations. Par contre, quand on a passé ce filtre, les personnes qu'on a rentrent tout à fait dans le cadre de, je dirais, des valeurs qu'on m'a données quand j'étais petit. Et là, on arrive à construire des équipes qui sont super chouettes, quoi. Très bien, merci. Alors, on arrive dans les dernières minutes de nos échanges. On avait prévu un petit temps de questions-réponses de votre part dans le public, si vous en avez. N'hésitez pas à lever la main. On va vous passer un micro éventuellement. Sinon, moi, j'en ai des questions, il n'y a pas de problème. Quelqu'un? Non, c'est un peu tôt encore ce matin, on est un peu timide. Ah. Egonon, bonjour. Caroline Phillips, dirigeante de PIC Digital. Donc, je fais du crédit impôt innovation et crédit impôt recherche et je suis très étonnée, vous êtes accompagnée. Enfin, comment ça se fait? Est-ce que... Enfin, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, quoi. Expliquez-nous, ou je ne sais pas, on se voit après et j'essaie de vous donner des tuyaux, mais je suis atterrée, quoi. Ouais. Alors, pour ma société Ozon, où on développe du coup des outils de production des fermes, là ça marche plutôt bien. Enfin, ça marchait plutôt bien jusqu'alors, parce qu'en plus on est basé dans le Gers, donc on se confronte aux mêmes personnes, et tout retombe sur Félix Saget, dirigeant des mêmes sociétés. Alors là, ça part un peu en sucette. Pour le bureau d'études, en fait, ils ne voient pas où est l'innovation, ils ne voient pas dans quoi on a investi. Ils ne comprennent pas que c'est juste des heures et des heures et des jours d'ingénieurs sur des tableurs, sur de la modélisation, sur le terrain, pour valider les données de rendement, avant de réussir à faire un outil qui nous permette de dimensionner de manière fiable des fermes. Ça, la réponse, c'est ça. Mais où sont les investissements que vous avez portés dans l'innovation, quoi? Voilà. Ça marche. Rendez-vous est pris apparemment. Quelqu'un, peut-être une autre question? Non, alors peut-être dans les dernières minutes qui nous restent, on peut peut-être parler de vos perspectives à venir, parce que c'est important de se projeter. Vers quoi vous vous dirigez avec Wave Bumper, par exemple, Romain? Qu'est-ce que vous avez sur le feu? Alors sur le feu, j'avais mis en stand-by un petit peu la création de ce logiciel et système de prédiction d'alerte de submersion. Donc ça, c'est un sujet qu'on remet sur la table en 2024 et c'est surtout le développement à l'international. Parce qu'on a en 2021 ouvert une filiale aux États-Unis, parce que les brevets ont été reconnus aux États-Unis et demandés par l'armée américaine qui est en charge de la protection du littoral aux États-Unis. Donc 2024 va être très orienté sur le développement du marché aux États-Unis et le lien avec l'armée américaine pour le golfe du Mexique, et on va essayer de renforcer un peu le job sur l'arc antillais, parce qu'il y a tout un système législatif qui a changé, qui a évolué et qui impose maintenant des protections pour pouvoir avoir les permis de construire. Donc ce sont les deux phases commerciales importantes, et toujours du développement de la R&D, cumulé du CIR de façon importante, parce que chaque solution est faite sur mesure, entre guillemets. Donc on est, comme vous, en recherche et développement permanent. Donc continuer à faire évoluer les solutions. Vous, Lydie, dans quoi vous vous projetez, ou alors une suite peut-être de la nouveauté que vous venez de mettre en place?
Oui, tout à fait. Donc cette année, j'ai investi un peu plus d'1 million d'euros dans l'Arche, grâce aux partenaires bancaires. Heureusement qu'ils étaient là pour me suivre, qui m'ont fait confiance. Maintenant, il faut faire vivre ce lieu. Et donc, la prochaine actualité, c'est la création d'un réseau de dirigeants, des Archanges, à qui je propose justement un programme d'accompagnement annuel avec du séminaire pour prendre de la hauteur, sociologie, économie, comprendre ce qui se passe dans ce monde, de la formation technique, management, gestion financière, etc. Je propose également de l'afterwork pour créer ce réseau, mais également d'échanges business qui est possible lorsqu'on partage les mêmes valeurs, et du bien-être, c'est-à-dire que j'amène les membres de ce nouveau réseau à prendre soin d'eux, en les obligeant à aller faire un soin parmi une palette. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être de l'énergie, ça peut être du rééquilibrage alimentaire, sportif, pour dire à nos chefs d'entreprise qui sont pressurisés, prenez soin de vous, stop, on s'arrête un petit peu, on prend soin de soi, ça permet d'aller plus loin et ça permet d'être plus fort. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai pour 2024, de lancer cet accompagnement toujours global. On prend soin de nos chefs d'entreprise qui sont créateurs de valeur sur les territoires. Et vous, Félix, pour terminer l'année Ouais. 2024, qu'est-ce qui se profile? Ouais, alors il y a un point majeur pour ma société Ozon, c'est la création de la ferme de l'Escar. On devrait rentrer en construction en avril prochain, d'avoir la première grande vitrine française d'une ferme aquaponique à échelle commerciale, donc c'est-à-dire avec plus d'une dizaine de salariés sur site, une centaine de tonnes de production de salmonidés et environ 80 tonnes de végétaux. Sur le bureau d'études Bioponie, on a aujourd'hui des projets qu'on a accompagnés depuis un petit moment, de nouveaux qui arrivent sur la valorisation de chaleur fatale. Très gros sujet qu'on travaille depuis des années. Il y en a partout en France, on perd de la chaleur dans tous les sens, on chauffe l'atmosphère. Nous, on la récupère et on la valorise dans nos serres, dans nos élevages, pour aller sur des productions tropicales. Et donc là, on a établi nos premières fermes aujourd'hui en France hexagonale. L'enjeu, ça va être d'établir des fermes qui sont tropicalisées, pour rapporter les productions qui sont habituellement importées. Et de l'autre côté, avec nos antennes Caraïbes et Réunion, c'est d'y développer les premiers modèles de fermes aquaponiques, parce qu'ils ne sont pas existants. On est, comme en France hexagonale, il y a 4-5 ans. Donc là, ça y est, on a des dossiers qui sont bien en cours, qui sont déposés, des fermes qui vont se construire. Et ça va être une grande évolution pour nous aussi, d'avoir une vitrine modèle tempéré et des vitrines tropicales France hexagonale, mais aussi directement sur les îles, dans des contextes insulaires où là, l'enjeu de la production et la résilience alimentaire est encore plus important que chez nous, quoi. Voilà. Très bien, merci à vous. On comprend que vos années 2024 seront aussi chargées que les précédentes. Merci de votre participation et de votre présence à cette première table ronde. On va faire une petite pause de 30 minutes. On reprendra avec la deuxième table ronde tout à l'heure. Donc vous pouvez aller prendre un café, manger une chocolatine, un croissant. Enfin voilà, on se retrouve dans un petit moment. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.